Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Artiste plasticienne, elle s'est imposée comme la première femme graffeuse du Sénégal et une figure majeure du street art féminin africain. Née en 1990 à Thiaroye-Gare dans la banlieue dakaroise, elle incarne parfaitement l'alliance entre art urbain, engagement social et entrepreneuriat culturel. Elle découvre sa passion pour les arts plastiques dès l'âge de 14 ans, achetant sa peinture par détail dans une quincaillerie de son quartier, privilégiant l'achat de bois et de tissus pour confectionner ses propres cadres et toiles qu'elle vendait à ses professeurs. En 2007, elle s'initie au graffiti auprès de Al-Mokhtar Graphics et devient la première femme graffeuse du Sénégal, bousculant les codes d'un milieu traditionnellement masculin. Après 8 expos collectives, elle franchit une étape décisive avec sa première expo solo en 2014, intitulée First Lady Retour vers le futur, suivie en 2015 par MMM, Mon Monde à moi, où elle confectionne des meubles d'une maison entière en pneus et matières de récupération, démontrant son approche écologique et créative. Son art transcende les frontières. Elle a représenté le Sénégal en France, en Suisse, en Belgique, en Australie, aux États-Unis, en Tunisie, au Mali, en Mauritanie, entre autres pays, s'imposant comme une ambassadrice culturelle internationale. Choisie par la Fondation Total via Laser International, elle devient ambassadrice de la sécurité routière au Sénégal, réalisant un mur mobile dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. En 2020, elle crée Zenix Entertainment, Zen, une entreprise culturelle polyvalente alliant formation, publicité, événementiel et décoration. À travers Zen, elle organise les formations Graphite Graph Hall, suivies de résidences artistiques et d'expositions collectives comme Tarumbed, la beauté de la rue, permettant aux jeunes formés de vivre de leur art. Elle développe également Kaitek Coffee, vient le déposer ici, concept de rencontre autour du café, promouvant l'entrepreneuriat social, économique et culturel local. Son engagement se matérialise aussi à travers des projets d'envergure internationale comme Women Connect to Innovate, avec les artistes Saïda du Maroc et Damisk d'Israël, créant une fresque géante de 14 mètres sur 10, signée par 80 femmes. Elle a participé à l'exposition Street Art is Female aux Nations Unies entre octobre et novembre 2024, aux côtés d'artistes féminines du monde entier, défendant l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Elle s'implique dans la valorisation culturelle sénégalaise via le projet Loho, soutenant la formation professionnelle dans les métiers d'art traditionnels et participe à la murale de Carabane, été 2024, transformant 250 mètres de murs en espace créatif communautaire avec des élèves du CM de Carabane. Son devoir de sensibilisation sociale s'illustre particulièrement dans ses campagnes de santé publique, notamment sa fresque de 9,5 mètres pour Octobre Rose 2017 devant la LISCA, représentant une femme bâillonnée accompagnée du message Wolof « Seet sa yaram, aar sa bopp ». Le dépistage protège votre corps, incitant au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Par son art engagé et ses initiatives entrepreneuriales, elle prouve qu'elle n'est pas seulement une artiste, mais une militante qui utilise le street art comme un outil de résistance, de changement social et d'émancipation féminine, représentant le Sénégal aux sommets internationaux comme ceux de l'ONU ou de l'UNESCO. Zeynix, Djeynaba, Zeyna, Sidibé, bienvenue dans Conversation féminine. Merci Zoubida. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Si ce n'est... déjà, merci pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Ouais, parce que moi-même, si je devais me présenter, je ne saurais pas dire tout ça. Ouais. Juste peut-être, j'éviterais de me faire attaquer par les plasticiens, vu que je ne suis pas passée par les beaux-arts. Oui. À mes débuts, j'étais intéressée par l'art plastique, la peinture. J'aimais tout simplement être en contact avec la peinture. Donc, autodidacte, j'y allais. J'avais envie de peindre, de toucher la peinture, de créer des formes, des mouvements, sortir des couleurs pour essayer de m'exprimer. Oui, apprentie artiste à l'époque et peut-être réellement graffeuse après. Ouais. Moi, je ne sais pas comment on devient graffeuse. Je pense que, très sincèrement, c'est peut-être une question à laquelle tu as dû beaucoup répondre. Mais honnêtement, je ne sais pas comment on devient graffeuse. Comment on devient graffeuse? Pour ma part,
J'ai juste eu l'envie de faire du graffiti. Je suis d'accord. Ouais, Parce que quand je vois ça, ouais, j'en ai envie. ouais, Mais il y a un monde entre ouais, en avoir envie, ouais, aller savoir où est-ce que je peux en faire, oui. trouver les ressources nécessaires pour le faire, se positionner dans ce secteur-là, se faire ce nom-là et arriver là où on est. Il y a quand même un monde entre ça. Et ce monde a un nom qui s'appelle volonté. Ouais. Et c'est cette volonté-là qui m'a poussée à aller chercher l'information, à savoir où est-ce que je pouvais apprendre à faire du graffiti, ce qui m'a redirigée à Africulture Ban avec Al-Mukhtar Graphics, mon mentor. Et c'est à partir de là que j'ai plongé. J'ai plongé dans ce monde-là, mais par la suite, je ne me suis pas arrêtée au graffiti. J'ai voulu explorer ce qu'était le hip-hop, le monde dans lequel je nageais, parce que il est important d'aller voir, d'aller chercher, mais rechercher dans quoi est-ce qu'on veut plonger, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quel monde, de quoi il s'agit, quels sont les tenants, les aboutissants. Et c'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser aux autres disciplines. Alors, le graffiti, c'est le côté visuel du hip-hop. Le hip-hop, c'est 4 piliers fondamentaux que sont le graffiti, le DJing, le breakdance et le MCing. Et ce graffiti-là, c'est le premier des piliers. Et il fallait voir par la suite quels étaient les autres. Pourquoi cette connexion? Et j'ai appris par la suite que c'était une culture à part entière qui, quand on l'épouse, mais on l'épouse. Quand on est hip-hop, on est hip-hop. Quand on épouse l'un de ces piliers, on épouse toute la culture. Parce que c'est un mode de vie, de voir les choses, de penser, de faire. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans le hip-hop en général, le graffiti en particulier. Je suis passée par le slam et je suis toujours slameuse en duo avec mon binôme Sal Ngari. Et voilà, je m'intéresse aux autres disciplines. J'adore le DJing, j'adore le rap, j'adore le breakdance. Et je continue aussi toujours et encore dans le graffiti. Donc, ce monde s'appelle volonté parce qu'il y a cette énorme volonté derrière. C'est cette volonté qui nous pousse à, quand on se pose des questions, quand arrivent les questions à un moment donné de sa vie où on épouse quelque chose, où voilà, on se pose des questions à savoir, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je suis là? Parce que, bon, à un moment ou à un autre, nous tous, en tant que nous sommes, nous posons ce genre de questions à un moment donné de notre vie. Et c'est cette volonté-là qui nous pousse à nous dire, non, je suis à ma place. Et pour moi, j'en ai pas mal bavé, mais oui, tout simplement que c'était cette volonté-là qui était là, qui a toujours été là, et qui est restée malgré les tempêtes, malgré les intempéries, malgré. Et c'est sur toutes ces choses-là, c'est sur tout ce parcours-là. Parce que comme je le dis régulièrement aux femmes avec qui je parle dans Conversation féminine, on voit l'aboutissement, on voit le personnage public. Ce qu'on voit moins, c'est ce par quoi on est passé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et en vrai, quand je fais Conversation féminine, j'invite surtout les femmes à aller revisiter ces endroits-là. Aujourd'hui, si tu devais repartir très, très, très loin, repartir à Thiaroye-Gare et recommencer là-bas, qui me décrirais-tu? Est-ce que ce serait Zénix graffeuse? Ce serait Zénix slameuse? C'est peut-être Jainaba, c'est peut-être pas Zénix à ce moment-là. Ok. Si je devais me redécrire à Thiaroye, oui, je me redécrirais en tant que Zénix. Parce qu'en fait, ce sont des moments de ma vie qui me rappellent que je suis passée par beaucoup de choses. Et ça me rappelle que la résilience existe. Ça me rappelle que je suis résiliente. Si je devais retourner à Thiaroye à cet âge-là,
je retournerai dans les mêmes magasins, j'achèterai les mêmes pots de peinture, je reprendrai mes mêmes sous en argent de poche, je me priverai de jeans, de make-up ou d'autres choses et je m'achèterai du tissu. J'irai pendant les vacances chez le tapissier d'en face, Mbaye Diouf, où je passais la majeure partie de mon temps à raboter du bois ou à installer des sangles, tout simplement. Et ce sont des choses que je referai parce que je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que j'apprends de ce que je fais. J'apprends de mes réussites, mais j'apprends aussi de mes erreurs. Tu m'as dit deux choses, essentiellement. Tu m'as dit à quel point tu étais quelqu'un qui avait énormément de volonté quand tu décidais de faire les choses. Et tu m'as aussi dit à quel point tu essayes, autant que faire se peut, de vivre ta vie sans avoir aucun regret. Ces deux choses-là, est-ce qu'il y a un endroit ou un moment, d'où est-ce que ça te vient? De qui les tiens-tu, si jamais tu les tiens de quelqu'un? Ou d'où est-ce que ça vient? Moi, je pense que je dois les tenir de ma mère. Parce que ma mère, quand elle décide de faire quelque chose, ouragan, tempête, rien ne l'empêche de faire cette chose-là. Ça, je pense que je tiens ça réellement de ma mère qui va toujours au bout de ses performances. Quand elle commence un truc, elle y va jusqu'à bout, en fait. Et oui, ouais, c'est ça. C'est elle. Mais voilà, ça me permet maintenant du coup d'entrer dans cet environnement. Dans quel environnement familial tu as grandi? Alors, assez simple, assez simple, avec un père ingénieur, une maman que j'aime appeler Madre 12 métiers, parce qu'elle est dans l'élevage, elle est dans l'agriculture, elle fait plein de choses. Il m'arrive parfois d'arriver, de la trouver en train de visser des choses. Elle est bricoleur, elle fait plein de choses. Et voilà, qui a passé une grande partie de sa vie à aider les autres. J'ai grandi dans une famille où donner était une habitude. Donner de l'amour, donner de l'attention, donner aux autres, donner de la nourriture, donner. On nous privait pour donner aux autres. Ma mère nous a privés pour donner aux autres, à des cousins, à des inconnus, à d'autres gens. Et c'est quelque chose qui nous a permis, en grandissant, de faire pareil, de donner. On se prive pour les autres. On n'a pas de souci à partager le peu que nous avons. Donc, que ce soit mes frères ou ma grande sœur, nous sommes pareils sur ce plan-là. Et oui, une famille modeste, tout simplement, simple. Donc, et quelle place occupes-tu dans cette fratrie? Je suis la cadette, la tchate. Ah, c'est intéressant. Je suis la tchate. Ça t'a donné plus de liberté? Non. Ah oui? Au contraire. Au contraire? Au contraire. Donc ça devient encore plus intéressant. Oui, au contraire, parce que si on suit bien mon parcours dans une partie de mon histoire, je raconte que à un moment donné, le plus gros blocage que j'ai eu dans ma carrière artistique, c'était ma mère, qui ne voulait pas que je sois artiste, qui ne voulait pas que je fasse du graffiti, qui ne voulait pas que je plonge dans ce milieu hip-hop-là, slam et autres. Qu'est-ce que tu vas faire sur des concerts? Pourquoi tu vas tenir des micros? Mais pourquoi tu vas aller peindre dans les rues? Mais Zeyna, est-ce que ça va? Et je recevais des menaces souvent. Et oui, ça ne m'a pas donné plus de liberté que ça d'occuper la place de cadette parce que je suis issue d'une famille Peul. Ma mère, elle est Diallo, mon père est
Peul du Massina, du Burkina. Donc, je suis une sorte de métis Peul, là, entre... Et il y a comment on dit ça? Il y a un respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie nous pousse à ce que même une personne qui est née un jour avant toi, tu ne réponds pas à cette personne quand elle te parle. Tu ne dépasses pas, tu ne manques pas de respect. Donc, les parents n'y pensent même pas. Ouais. C'était un peu difficile de sortir de cette situation quand ma mère me disait « ne fais pas » et que moi, je voulais faire. Je ne devais pas la désobéir, je ne devais pas lui manquer de respect, mais par contre, je devais quand même suivre ma route. C'est ça le problème, justement. Tu viens d'une famille Peul, tu es la cadette, ça ne t'a pas prémunie, parce que je me suis dit, si tu as pu faire ce que tu as pu faire, c'est peut-être parce que j'essayais de savoir d'où est-ce que ça venait, en fait. Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas fréquent, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple de faire ce que tu as fait et ce que tu continues à faire maintenant. Et j'essaie de comprendre d'où est-ce que ça vient. Si tu me dis que tu n'as pas eu de traitement de faveur, d'accord, on va essayer. Quelle place t'étais destinée à la base? Comment tu as été éduquée? Rigoureuse? Traditionnaliste? Les deux? Et tu es partie faire du graffiti. Et ça, on est dans les clichés, j'admets. Et tu es passée par où? Je suis née, j'ai grandi à Tchaoré. Dans notre maison, quand on devait manger du couscous, on nous faisait piler le mil avec nos mains. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, ma mère nous faisait encore piler le mil ou le maïs quand elle veut manger du bon couscous. Elle dit, ah non, je ne veux pas qu'on pile mon couscous au truc. Tu n'allais pas à la machine d'un wali comme mieux peu? D'où kolek. Ok. Ok. Peul de pure souche, elle te dit. Elle ne fait pas moudre son mil à la machine pour le dire. Elle fait moudre, ah, mais le fait de piler, il y en a sort. Ok, d'accord. Chez moi, ma mère, c'est quelqu'un qui, même si elle habitait dans un palais, il y aurait des bêtes, il y aurait des bétails, il y aura du bétail. Chez moi, actuellement, tu vas te dire que tu es dans un mini-zoo. Tu vas trouver des pans, tu vas trouver des oies, des dindes, des moutons, des chèvres, plein de choses. On a grandi dans cet environnement-là. Et pour revenir à ce que tu disais, ça ne m'a pas été très facile pour cette place parce que ma mère, c'est quelqu'un qui donne une éducation, mais elle est tight en fait. Elle est tight dans ce qu'elle fait. Et pour nous, il n'était pas question de désobéir à qui que ce soit pour aller faire quoi que ce soit. Et c'est là que ça devient intéressant dans mon histoire, parce que je ne devais pas dire non. Je ne devais pas dire non, je ne veux pas, non, je ne suis pas ce genre de chat. Ça, tu fais, c'est la chaussure. Je te dis. Et ce que j'ai fait pour passer à une autre étape, c'est que j'ai mené une bataille psychologique avec la famille. Parce qu'il y avait la famille, il y avait l'entourage, il y avait le public. Ça c'est à un autre niveau. Mais au niveau de la maison, au niveau de la famille, pour que ça passe, tant dans le slam que dans le graffiti, il m'a fallu passer par des étapes. On me disait, Zeyna, il est hors de question que tu ailles peindre des murs. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Alors, en allant à l'école, je prenais ma tenue que je mettais dans mon sac bien au fond. Tout, je mets dedans. Et j'allais. Parfois, ça coïncidait avec Festa 2H, organisé par Africulture Urbaine, ou Festigraph, organisé par Docta. Je revenais de l'école, je passais au mur. J'allais dans une maison, je demandais à me changer, je me changeais tranquille. Je venais, je peignais ma part. Et
pour rentrer, je retournais dans la même maison, je me changeais, je me débarbouillais et remettais un petit gloss là. Et quand j'arrive, elle me scanne de haut en bas. Ah, maman, Diallo, mais Arti. Ça va, si tu veux, Arti. Elle regarde bien et je remets le petit sac dans le garage et je retourne dans ma chambre. Je l'ai fait pendant plusieurs festivals, je l'ai fait pendant plusieurs murs. Et jusqu'au jour où elle a reçu un coup de fil. Parce que ça, c'est moi qui l'avais organisé. Ouais, c'est moi qui l'avais organisé avec Docta. Il s'en souviendra très bien. Parce que j'ai été invitée à Lille, en France, à la braderie de l'art. Donc, je suis allée faire les démarches pour le visa, jusqu'à obtenir le visa et tout, sans dire mot à qui que ce soit. Et un soir, tranquille, assise dans la chambre, je me rappelle que c'était un appel Skype avec Docta et j'étais là en vidéo avec lui. Je disais, mais père, parce que je l'appelle père, est-ce que tu as mère? Il me dit, quand tu lui as rien dit, je dis, mais il faut l'appeler. Il me dit, ok, donne son numéro. Je dis, non, sur le fixe, devant tout le monde, il faut l'appeler là-bas. Je lui donne le numéro, il appelle. Lui dit, oui, maman, comment ça va? Et moi, j'étais en live, je le regardais, je l'écoutais parler à ma mère, lui dire, oui, voilà, maman, ça va, il y a ma santé. Voilà. Bon, j'appelais pour dire que on nous a invités à un festival international et des graffeurs sénégalais ont été invités. Et vraiment, on avait besoin qu'une femme fasse partie de cette délégation d'artistes. Et il se trouve que votre fille est la seule femme graffeuse actuellement au Sénégal. Là, c'était quoi? C'était en 2012, 2014. Et ta mère n'est pas au courant que yow graffeur nga? Non, si, elle était au courant, mais elle m'a donné terre. Ah, Mais d'accord. que j'étais devenue un tout petit peu professionnelle. Elle ne savait pas. Et il lui dit, waouh, donc Zainaba a été choisie pour aller en France représenter le Sénégal et tout. Il dit, mais mon fils, il n'y a aucun problème. Non, j'attendais pas ça. Si. J'attendais pas ça. J'attendais que la maman tout couleur, elle tique sur le fait que tu sois la seule femme, avec tout un groupe d'hommes pour Demba France, et que tu sois assainie et que tu lui aies menti pendant tout ce temps. Non. Là, on était à un autre level, parce que là, la surprise, elle était tellement high. Et qu'elle a juste répondu waouh. Waouh, non, mais il n'y a pas de problème et tout. Parce que bon, elle tient les gens avec qui je travaille, bon, depuis 18 ans maintenant. Elle les tenait et les tient encore en grande estime, très grande estime. Elle les respecte beaucoup. Et c'est là qu'elle m'appelle dans le salon. Zeyna, viens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, viens. Et elle est très taquine. Elle me dit, li mom sama fayal du malakawar. Je dis, lan la? De quoi tu parles? Elle me dit, non, dès que je fay, il y avait tout le monde assis. Je dis, non, mais vas-y, rek, na la fay après. Da ngay dem France. Parce que moom moo la ko yëgal noonu ndeysaan. Et là, j'ai découvert mes talents d'actrice. J'ai dit, man, déedéet kay. Elle me dit, maman, je ne veux pas aller chez Anta. Anta, c'est ma grande sœur. Elle était mariée et vivait en France. Et on cherchait à ce que j'aille la rejoindre, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je dis, non. Je ne pars pas en France. Oh, Anne Diento, écoute, tu as été invitée dans un festival. Je dis, ah bon? Appelle Docta. Je dis, non, mais je vais l'appeler. Et je remonte, tranquille. Et c'était mon ticket, hein, parce que c'est là où elle comprend que je ne jouais pas. Parce que elle sait que je suis comme elle. Que quand je mords, je ne lâche pas. Donc, elle ne va pas avoir de problème dans le fait que je ne lui ai pas dit les choses. Parce qu'il y a une nuance entre mentir et ne pas dire les choses. C'est du mensonge par omission. J'ai juste évité de parler de ce que je faisais, mais je n'ai pas dit que je ne faisais pas.
Tu t'es accommodée quand même avec la vérité. Exactement. Jusqu'à ce que je sois partie en France. Donc, c'est dit, quelque chose qui l'a fait quitter le continent comme ça, voyager. Kondulundao, effectivement. Non, Kondulundao. Et on n'a plus jamais reparlé. Madame Moussoul a une conversation entre elle et moi où elle me disait, vas-y, fais. Non, ça, c'était le ticket. Et à partir de ce moment-là, tu as pu embrasser complètement le graffiti. Aller faire mes choses en disant, j'ai un mur, j'y vais. Et là, je donnais les informations. Et jusque-là, c'est ce que je fais. Je donne les informations. Pour le slam, c'était pareil. Parce que ce qui l'a gêné, c'était que je sois devant un public et que je tienne un micro. Peu importe ce que je devais dire, c'était ça le problème, que je sois sur scène. Mais j'ai refait la même chose. Mais dans un autre contexte. Cette fois-ci, j'ai été invitée à la télé. Et pas par n'importe qui, pas dans n'importe quelle émission. Et l'histoire, c'était qu'un soir au dîner, j'ai reçu un appel de Sada Khan. Allô, oui, Zenix, comment ça va? Vous êtes invité à l'émission Impression avec Sal Ngari. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais venir. Et je pars enregistrer l'émission et tout. Je dis rien. Je dis absolument rien jusqu'au moment où la bande-annonce a commencé à passer. Et là, je commençais à éviter de la croiser dans la maison. J'ai vu qu'elle avait vu, mais elle non plus ne disait rien. C'était silence radio. Et le soir de l'émission, tout le monde assis dans le salon. Moi, je n'ai pas regardé l'émission. Hein. Non. Je suis allée dans ma chambre. Et j'entendais mes frères, mes cousins parler. Et je l'entendais dire, mais dégloulen, quel monde s'étend d'achien. Et pendant l'émission, elle recevait des coups de fil. Allô, Fanmata. Machallah, ñu ngi seetaan sama chat bi télé. Yal na ko yàlla defal chat, yal na ko yàlla defal jàmm. Ay yow, amin. Le lendemain, c'était elle la star dans le quartier, pas moi. Parce qu'elle sortait, on lui disait, Fatmata, on a suivi Zeyna à la télé. Machallah. Eh ouais, notre fille. Et finalement, c'était parti. On n'en a pas discuté non plus, mais plusieurs membres de ma famille qui ont suivi l'émission, ma grande sœur en France, qui finalement se sont dit, bon, écoutez, comment on talk télé, di wax lu muy def, bay défendre lu muy def, ki xamna lu muy def. Donc mieux vaut la laisser faire ce qu'elle a à faire. Et c'était mes tickets de sortie. Bon, ça, c'était la grande parenthèse de... Non, c'est pas une grande parenthèse, c'est fondateur même. Ouais, et voilà, genre, ça s'est passé sans guerre. Ça s'est passé sans manque de respect. Non. Mais c'est pour ça que je parle de bataille psychologique, parce que c'était dur quand même de retenir certaines informations, parce que j'ai l'habitude de tout dire. Quand je fais des choses à ma famille, je vais faire ça, guys, je fais ça. Donc, c'était assez dur de retenir tout ça, de ne pas pouvoir partager ça, de ne pas pouvoir en parler, parce que j'étais assez introvertie quand j'étais plus jeune. Donc, c'était très difficile. Il n'y avait qu'à ma famille que je pouvais m'ouvrir un peu, mais sinon, c'était fermé, c'était un cocon fermé, quoi. Et l'autre blocus que j'ai eu, c'était la société. La société, parce que, bon, au début, quand on avait un mur, nous étions plusieurs artistes, que des hommes et une seule femme, moi. Et devant le mur dans la rue, quand les gens passaient, nous voyaient en train
de performer, de faire nos graphes, on disait aux gars, ouais, mais bro, nice job, hein, et tout. Et moi, c'était, hé, jigéen buy peinture. Ou encore, hé, xaar ma wala nu ñuy tëyee pinceau bi. Ou encore, yow kenn du defee nii rouleau. Wala d'autres, ouais, yaay jàngi peinture de, xaar ma ñëw nga jàngal ma. Après, je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup ce qui se passait derrière. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Et parfois, c'était des remarques assez négatives, si on veut. Parce que nous sommes dans un monde où on veut mettre les femmes dans une boîte. Toute société confondue. Hein. Et dans la nôtre, c'est la cuisine. Oui, c'est la place. Parce que quand on me dit, ouais, yow doo dem jàppale ji sa yaay mu dëbb rof, xaw ma dëbbal sa yaay rof, yow doo dem togg añ, des choses comme ça. Ça a commencé à vraiment me turlupiner pour de vrai. Parce que j'ai eu les questionnements ont commencé. J'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Si les hommes, ils ont droit à des big up, des shout-out, des oh, nice. Et que moi, ce sont des questions pareilles, est-ce que j'ai ma place ici? Et ça, c'était assez difficile. Parce que pour revenir au mur, pour affronter ça à nouveau, se dire que je me réveille, j'ai un mur, je dois y aller. Mais peut-être que dinaa tase ak un Abdourahmane qui va dire « Hey, demal de Birof. » Parce que tu ne vas jamais entendre une Ndeye Fatou venir te dire « Demal de Birof. » Non. C'est toujours un Malik, un Ahmed, un Abba, un... Ahmed là, Ahmed yi là, non lañ mel. Ils vont venir te dire ce genre de choses. Mais après, j'ai réglé ça d'une autre manière. J'ai pu faire ce que je fais de mieux dans ma vie. Positiver. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, allez, nous sommes dans une société très taquine. D'accord. Sénégal, réew kaf fooree la nit ñi dañuy tooñante. Donc, peut-être que c'est dans ce sens. Donc, je vais le prendre comme ça. Mais, pour continuer à faire ce que je veux faire et ce que je fais là, il faut maintenant que je puisse me protéger. Donc, j'ai décidé de travailler tout en restant dans ma bulle. Des écouteurs, des casques. Donc, quand je suis devant un mur, j'ai pris l'habitude d'écouter quelque chose. Ça peut être de la musique, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi. Mais j'écoute quelque chose qui m'empêche d'entendre ce qu'il y a derrière. Et quand c'est important, on vient vers moi. Et là, je peux me retourner et discuter avec le public à ce moment-là. Quand quelqu'un a une question, quand quelqu'un veut me dire quelque chose, quand quelqu'un veut me demander quelque chose, là, si c'est important, la personne viendra jusqu'à moi. Et quand elle m'interpellera, je répondrai à la question. Je parlerai à cette personne. C'est ça qui m'a aidée. C'est ça qui m'a aidée parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté. J'aurais arrêté et... ouais. D'accord. Cette violence dont tu parles, que tu as subie, parce que c'est de la violence, hein, on peut le mettre sous un joli emballage, l'appeler négativité, etc. Mais quand ça, je vais dire ça en wolof, bu amee njeexital boobu si yow, c'est que ça t'atteint, ça te touche et c'est violent. Et tu as dû trouver des moyens de pouvoir te prémunir contre cette violence-là en mettant un casque dans tes oreilles et en te concentrant sur un certain nombre de choses. Mais cette violence, elle est inhérente à la société dans laquelle nous évoluons, qui dès que tu sors un temps soit peu des normes de ce qu'on attend de toi à la place de la femme et dans la cuisine, tu te retrouves confronté à cette violence-là. Sauf que le souci, c'est que tous tes choix sortent de cette norme-là.
tous tes choix, parce que tes choix professionnels sont aussi, c'est ta passion. Ça a d'abord été une passion, ça a d'abord été une manière d'être, c'est ensuite une immersion dans cette culture-là avant de devenir un métier que tu exerces aujourd'hui et qui te permet de pouvoir gagner ta vie. Et, et ma question, c'est déjà la première, c'est à quel moment tu as décidé de sortir des clous? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est cette violence qui s'est abattue sur toi. Est-ce que tu ne l'as vécue que par rapport au public, à la société qui ne sait pas ce que tu fais? Et dans ton propre milieu à toi, ça s'est passé comment? On commence par la première. Ok. Alors, par la première, pour répondre à la première, c'est quand j'ai pris la décision de réaliser ma première exposition solo. Quand j'ai réalisé ma première expo solo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ces temps, ces moments où j'étais en production. J'avais pas encore d'atelier, donc je faisais ça chez moi, sur le balcon de Mère Diallo. Et je sortais tous les jours de chez moi en tenue de travail, tachée de peinture et tout. Et je faisais la navette entre la quincaillerie et le marché. Et entre deux, il m'arrivait de ramasser des pneus, du bois, des choses comme ça, dans la rue. Avant, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais eu un gros problème à sortir déjà en tenue. Mais alors, ramasser quelque chose, non. Et à la quincaillerie, j'achetais de la colle. Au marché, j'achetais des perles. Parce que mon exposition, mon retour vers le futur, avait un côté installation où j'avais pris des malles, wakhandé, pour revisiter ça, customiser ça et mettre des perles dessus. Et j'étais entre deux endroits différents où il y avait le plus d'affluence, tant d'hommes que de femmes. À la quincaillerie, avec des hommes qui venaient acheter des choses. Moi, j'arrivais avec ma tenue. Et tu voyais les menuisiers, les maçons, les plombiers. Ouais, du ma ñëw nga jël ma chantier, jël ma journée bok. Je dis amul problème. Et au marché, des regards des femmes, ñi dem dugg et tout. Parce que il y a des regards interrogateurs, il y a des regards qui portent un jugement sur toi. Et durant la réalisation de ma première exposition, j'ai pu passer au-dessus de tout ça. Donc tous les jours maintenant, c'était devenu un exercice. Je pouvais envoyer bel et bien chercher ou bien acheter un stock assez consistant pour pouvoir couvrir tout ce que j'avais à faire, mais je préférais aller tous les jours. Et j'ai décidé que, voilà, maintenant, c'est quoi? Je suis Zénix, je vais faire les choses. Parce que je me suis rendu compte que les gens, peu importe ce que tu fais, ils feront ce qu'ils veulent. Peu importe ce que tu feras, ils parleront. Peu importe ce que tu décides de faire de ta vie, ils parleront. Mais pendant ce temps, eux, ils ont la liberté de vivre leur vie. C'est-à-dire qu'ils s'octroient une liberté qu'ils essayent de te prendre. Donc toi, tu vas vivre dans une cage. Ça, c'est les autres. On dit l'enfer, c'est les autres, c'est surtout ça. Tu vas vivre dans une cage en te disant qui lan lay xalat ci li suma ko défé wala nit ñi lan mañ may xolé suma défé li. Non. Tu vis pas pour toi. Tant que tu fais ça, tu vis pour les autres. Moi, quand je m'habille, je ne m'habille pas en fonction des gens. Je m'habille en fonction de mes humeurs. Mun na xey sol tout noir ci kaw ba ci souf.
de haut en bas, tout noir. Parce que j'ai envie de porter du noir. Mun naa xëy sol robe wala ndoket wala leneen teg ci samay basket. Parce que loolu laa sentir def. Dem naa bu may dem xew mairie samay dàll yi njëkk a xool. Sëy naa ma xool sañse bi ma xool dàll yi. Et je fais ça. Ah, dàll yaa ngi nii de ah sañse nga. Et c'est à cette période que je me suis dit oui, il fallait que je fasse des choses pour moi. Parce qu'ici, si tu ne vis pas pour toi, tôt ou tard, genre, dañ lay taguer en fait. Dañ lay taguer, tu auras tout perdu en fait. Tu n'auras rien réalisé, tout simplement parce que tu auras trop fait attention aux autres qui ne se souciaient même pas de toi. Ils se soucient d'eux, ils ne se soucient pas de toi. Parce que bu baaxee tey bu jekkee ñëpp ñëw ñëpp àndandoo ci am ci mais gis nga bu subaa il suffit que tu fasses un faux pas oh c'est mort yow kese ngay lay nekk te il suffit que tu sois dans des situations difficiles tu ne verras personne nay neex rek exactement quand j'ai pris conscience de tout ça je me suis dit tiens tu sais quoi? Moi, je vais avancer. Je vais avancer. Déjà, je vais m'imposer. Je vais faire ma première expo solo. Et c'est cette première réponse qui va annoncer la couleur de la deuxième question. Les hommes dans mon milieu. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser des stéréotypes ou des hommes dans le milieu hip-hop qui peuvent traiter les femmes d'une certaine façon, on parle de marginalisation et tout. Moi, j'ai rien vécu de tel. Jamais. Dans le hip-hop, dans le milieu dans lequel je suis, les cultures urbaines, non. Est-ce que tu sais que ce sont les graffeurs qui m'ont donné le nom de First Lady? Ce sont les graffeurs qui m'appellent Queen. Et raison pour laquelle l'expo était intitulée First Lady. Et j'ai mis en sous-titre Retour vers le futur. Et ce sont des frères pour moi. Parce qu'il y a toujours eu ce respect-là mutuel entre nous. Et ils ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup fait dans mon évolution, dans ma carrière. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est que quand arrivait aussi le moment de monter sur une échelle ou un échafaudage, on ne montait pas à ma place, on me laissait monter. Parce qu'ils ne m'ont jamais regardée comme étant une femme. Ils m'ont regardée comme étant une artiste, comme eux. Donc, ce respect-là, il a toujours été là. Et toujours été maintenu jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Et j'en ai pris conscience lors de mon voyage en Australie. Parce que bon, il faut savoir aussi apprendre des choses qui nous arrivent. Une fois en Australie, quand on m'a montré le mur que je devais peindre, I was like, ah ok, et je dois faire toute cette partie toute seule? On me dit oui, je dis mais je fais comment? On me dit non, il va y avoir un élévateur. Je dis my God, je suis jamais montée sur une machine pareille pour faire un mur. J'ai jamais fait une surface pareille toute seule. Alors c'était autre chose. Et c'est passé comme une lettre à la poste. J'y suis arrivée et à un moment donné, j'étais bloquée dans ma réalisation parce que j'étais là, j'avais mon matériel, j'avais tout, mais je ne savais pas quoi mettre sur le mur en fait. Parce que j'avais tellement l'habitude de faire des choses en collab que je ne savais pas réellement quoi mettre sur ce mur. C'est toute cette surface-là, ok, Zéna, toi tu avais dit que tu voulais une plus grande surface d'expression. Tu l'as, exprime-toi maintenant. Et j'étais bloquée. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai eu une sorte de flashback de tous
tous les moments que j'ai passés avec les gars, que j'ai passé devant les murs, que j'ai passé à préparer les festivals, les expositions collectives et tout. Et je me suis rappelé de ce respect-là qu'ils ont pour moi. Du fait qu'il m'ait appelé First Lady. Du fait qu'ils me considèrent, qu'ils ont de la considération pour moi au-delà de ce respect-là, je me suis dit non, c'est toi aussi. Et j'ai écrit Enjoy Your Life. Tout simplement, Enjoy Your Life. Et je me suis dit à ce moment, net, quand je montais sur l'élévateur, parce que c'est moi-même qui conduisais l'engin, hein, et je me suis rendu compte que, voilà, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé en n'ayant pas écouté ou en n'ayant pas suivi les codes de la société où on disait que góor ñi ci góor ñi, jigéen ñi ci jigéen ñi. Sinon du ma yéeg échelle, sinon du ma yéeg ci élévateur, sinon du ma yéeg ci échafaudage. Donc loolu lu ma dimbali la, ça m'a énormément aidé. On ne prend rien à ma place. su ma waree gàddu siwo yóbbu damay gàddu siwo yóbbu nu mu munti toll nag, parce que suba moo tax ëllëg moo tax. Tu peux te retrouver dans des situations où tu n'as personne qui va t'aider. Donc il faut savoir être prêt par rapport à cette situation yooyu. Et non, au contraire, dans ce milieu-là, je n'ai pas eu de problème. C'est super intéressant ce que tu es en train de raconter en fait, de parler de cette place que tu t'es faite dans cette société-là, de comment tu t'es dressé contre le diktat de la société. Et quand je t'entends parler, j'entends quelqu'un qui est complètement en phase avec ses choix, sa vie, etc. On n'échappe pas à toutes les injonctions sociales. Je crois. Je connais très peu de personnes, en tout cas, je pense même pas que j'en connaisse, des personnes qui ont réussi à s'échapper de toutes les injonctions sociales et des cases à cocher. Il y a plein de cases que tu as décidé de ne pas cocher et de sortir des clous. Quelles sont les cases que tu as cochées par contre? Parce que pour pouvoir trouver cet équilibre-là, quelles sont les choses que tu as respectées pour, voilà, pour être tranquille? Je ne sais pas si en te le disant comme ça, c'est plus clair pour toi. Les choses que j'ai respectées, c'est d'abord les personnes. Je suis une personne très respectueuse. Je ne déborde pas. Je ne déborde avec personne. Et ça fait effet miroir. Donc c'est ce que tu donnes qu'on te rend. Da ngay nekk ci tali bi di dawal oto. Am noo dawalee d'une certaine manière. Tu n'as pas parlé, mais c'est la façon dont tu t'es comporté sur la route qui a fait que le taximan t'a envoyé une injure. Zénith, ça te prémunit. Est-ce que ça, c'était par exemple grossesse, est-ce que ça te prémunit de toutes les badianes qui vont te dire danga war sëyi dem toog? Est-ce que ça te prémunit de lan ngay xaar boobu ba léegi amoo doom nangam ak nangam? Est-ce que je redis ça en français aussi parce que on mélange les deux langues ici. Est-ce que ça te prémunit de toutes ces injonctions familiales et sociales qui disent hein, tu es dans la rue du matin au soir, tu es tout le temps en voyage, etc., que tu dois quand même te marier? Qu'est-ce que tu attends pour faire des enfants? Que les femmes ont une date de péremption qui est très proche, parce que ça aussi, ce sont des choses que nous entendons. Comment tu règles ces choses-là? De la même façon. C'est de la même façon. C'est-à-dire que c'est ce que tu donnes qu'on te rend. C'est l'image que tu donnes qui renvoie vers toi les commentaires. En fait, bon, je parle de questions peut-être plus proches, familiales et autres. C'est pareil. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé d'être artiste. Alors, je suis aussi quelqu'un qui te dit que, comme mon père a l'habitude de dire, lépp lu am Yàlla la en fait. Donc toi,
qui vit ta vie là-bas. Là. Tu viens me trouver et me dire, lan ngay xaar pour te marier. Il est où ton problème dans mon mariage? Il est où ton problème dans ma situation matrimoniale? Parce que c'est pas ta vie, hein, c'est la mienne. Bu fekkente ne sama horloge biologique daf la poser problème. Essaye de gérer ça avec tes, je sais pas, fais du yoga, fais autre chose, je sais pas. Mais le yoga, c'est une bonne idée. Essaye les voilà, pilates. Essaye ces choses-là et tout, mais laissez les gens respirer. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui se choisissent comme tu pars à la boutique, jaay ma canette. Je ne suis pas obligée de dire que oui, je veux me marier parce que ma cousine s'est mariée, parce que ma soeur s'est mariée, parce que mon ami tel s'est marié. Je ne vais pas dire que non, je veux me marier parce que la fille de ma soeur ou de mon frère s'est mariée. Te man ma yaaya, may tantam wala may bàjjanam déedéet waxtoo ma jot sama bos jotagul. C'est important parce que fii nit ñi dañuy gëm yàlla te duñ ko wóolu te lu jot rek dafa fekk ne que heureum la. Et moi je suis une personne boo xam ne du ma dugg ci waxu jàmbur du ma dugg ci mbiru jàmbur et ce dont je te parle là c'est jusque dans ma propre famille du ma dugg ci waxu jàmbur du ma dugg ci vie wu jàmbur. Je fais très attention à ce que je dis, je fais très attention à mes comportements, raison pour laquelle je ne laisse pas cette fenêtre ouverte pour qu'on puisse aussi m'atteindre dans ce sens-là. Parce que nous faisons un travail, on a besoin d'une certaine stabilité psychologique, émotionnelle, physique. C'est-à-dire que boo amee loo rompre rek ça da ngay yàq lu bari souvent. Et dans cette bulle-là dans laquelle j'ai décidé de rentrer quand je suis face à mes murs, ou la bulle dans laquelle je suis quand j'ai mon micro et je suis sur scène, c'est dans cette même bulle-là que je suis entrée dans cette société. C'est-à-dire, je ne laisse personne me pourrir la vie. Ça, je l'ai décidé. J'ai décidé que je ne laisse personne prendre part à ce qui va irriter ma paix intérieure. Parce que sinon, nit ñi dañ lay rey, jógi la dem. Et ils vont continuer à vivre leur vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé que ça ne va pas m'arriver. Merci beaucoup Zénix pour cette réponse. Nous arrivons à la fin. Et pour finir, ou presque, en termes de transition, on a entendu tout le long comment tu avais choisi ta place. Tu as choisi ta place. C'est rare en fait de tomber sur des profils qui, dès le début, ont choisi l'endroit où ils souhaitaient être. Beaucoup d'entre nous, nous laissons, on va dire, dériver un peu au gré du vent et au gré de ce que nos familles et nos sociétés attendent de nous. On coche des cases parce que c'est aussi ça notre réalité. On coche des cases parce que si on ne les coche pas, ça a un coût social. Se rebeller a un coût, sortir des clous a un coût, choisir une autre vie a un coût. Et des fois, très sincèrement, c'est beaucoup plus simple de rester tranquillement dans ton coin et de cocher les cases. Et tu n'en as coché aucune, il me semble. Tu as choisi tes propres cases. Et je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu es à ta place là aujourd'hui? Celle que tu t'es choisie? Celle que tu souhaitais occuper? Est-ce que c'est ta place, la tienne, pas celle de la société, de ta famille, ta place? Bel et bien à ma place et assise très confortablement. Je suis très bien installée en la place dans laquelle j'occupe. Parce que, tout simplement, le respect, il ne se quémande pas. Le respect, on ne le quémande pas, on l'arrache. Et quand tu veux être respecté, il faut savoir t'imposer. Et pour t'imposer, il faut savoir t'armer de cette volonté-là dont je parlais au début. C'est cette volonté qui nous pousse à avoir cette motivation quotidienne, à nous dire que non, je vais y aller, je vais y arriver, je vais avancer. Quand je commençais,
Je rêvais de mettre un béret sur la tête et de parcourir le monde. Je voulais devenir une grande artiste et faire énormément de choses et tout. Je ne dis pas que je l'ai réussi, mais c'est en cours. Et je me donne tous les moyens pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le faire. Pas que pour moi, mais aussi pour d'autres générations. Pour aussi cette transmission-là, de pouvoir laisser quelque chose. Ce legs, il est important. À nos plus jeunes frères et sœurs qui ont envie de faire comme nous, qui ont envie d'occuper aussi une place, de devenir des artistes, des journalistes, des menuisiers, des tailleurs, peu importe. Nous avons ce rôle-là de leur montrer que peu importe ce que vous voulez faire, peu importe qui vous voulez devenir demain, c'est possible. Parce que ça va jamais être facile. Il a été écrit nulle part que les choses seraient faciles. Non. Mais on se donne les moyens de faire ces choses-là. Et quand on veut occuper une place, on montre qu'on veut occuper cette place-là et on va la prendre, on s'installe. Sinon, on ne nous prendra jamais par la main pour nous dire « Viens t'asseoir ». Totalement. Et pour finir, Zenix, si tu avais 20 ans aujourd'hui? Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais encore à Africulture Ban, 3 ans après mes débuts, en train de gratter les murs, en train d'aller à des festivals, en train de dire à Mère Diallo, je vais à l'école. Et alors qu'après l'école, j'allais faire un graphe parce que, comme je disais, je ne regrette rien. Parce que tout ce parcours-là, tout ce que j'ai eu à faire depuis, c'est quelque chose qui a continué à m'inspirer, quelque chose qui a continué à me motiver parce que quand tu regardes derrière toi et tu te dis « Ah, je suis passée par tout ça et j'en suis là », non, j'ai envie de refaire les mêmes choses. Mais en les refaisant, je les ferai pas forcément de la même façon, mais je reverrai quelques paramètres. J'essaierai de mieux les faire. J'essaierai d'être une meilleure version de moi-même. Dante, c'est avec le temps que ces choses-là arrivent, mais je pense que si j'avais 20 ans, je serais en train de slammer, comme à mes débuts au Carrefour Poétique à Africulture Ban. Si j'avais 20 ans, je serais encore en train de porter mes tenues, à aller sur les murs, à les côtoyer et à aller encore avec les gars, les Mazzo, les Kigmo et tout le monde en train de graffer encore et encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zenix, d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation féminine. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et je ne sais pas si j'ai un dernier mot à dire. Le micro est à toi. Ouais, parce que c'est quelque chose que j'adore dire. J'ai envie de le dire tout le temps, toujours et encore. Parce que j'aime laisser un message aux jeunes, parce que c'est important pour moi. C'est quelque chose d'important pour moi de dire aux jeunes que les choses ne sont pas faciles. On est tous passés par des chemins on a emprunté des chemins qui n'étaient pas très, très lisses. Mais de savoir qu'on a le droit de tomber, mais qu'on a le droit de nous relever de nos chutes. Que ce n'est pas tous les jours que ça va aller. Ce n'est pas tous les jours que ça va être OK, oui, il y a des jours de baisse de morale, il y a des jours de coups de blues, il y a des jours comme ça où on va se réveiller, on va s'interroger sur ce qu'on fait, notre existence, pourquoi on est là et tout. Il faut toujours positiver et se dire que l'échec, ce n'est pas quand on ne réussit pas une première fois. L'échec, c'est de ne pas réessayer après avoir échoué la première fois. Merci beaucoup, Zenix. Merci pour ces mots-là. Merci aussi à Maxi. Cette tenue m'a été offerte par Omar Sall et c'est une tenue que j'aime énormément, mais elle a été réalisée par Maxi Maguelgué, styliste. Et elle est joignable au 77 566 04 21. Et cet épisode en particulier
Je veux finir avec cela. Cet épisode en particulier, je pense qu'il est pour Milky aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites dans cet épisode que je pense qu'il doit réécouter et entendre. Merci beaucoup, Zenix.